Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de prendre une fois encore le rendez-vous en notre compagnie au Bénin depuis la réforme du système partisan et l'adoption de la nouvelle charte des partis politiques. Les week-ends sont presque identiques sur toute l'étendue du territoire national. Campagne d'information, de vulgarisation, d'appropriation, parfois de prise de contact, dit-on, avec des militants à la base. Sous ce couvert, les meetings politiques s'enchaînent avec des déballages de tout genre, des propos démagogiques, mais aussi d'attaques frontales à la limite. Difficile de ne pas y voir des manœuvres politiques en vue de la course pour les législatives d'avril. L'occupation du terrain semble la chose la mieux partagée par les acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que ceux de l'opposition. Intense activité politique à quelques mois des législatives au Bénin, la norme ou une violation flagrante du code électoral. Mesdames, Messieurs, il s'agit là du thème en débat ce jour-ci et nous le ferons. Le débat donc en compagnie d'un universitaire et d'un professionnel des médias, pas n'importe lequel. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. À ma gauche, Nathanaël Kitty, politiste. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques à la FADESP. Déjà en notre compagnie, Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité en dépit d'un agenda souvent très chargé. C'est moi de vous remercier. Ah non, sachez-le, on est plutôt soulagé de savoir qu'on peut se plier en quatre pour apporter le plus qu'il faut pour l'éclairage de tous. Une fois encore, merci. En face de vous, Fortuné Assoba, homme des médias. Il est le directeur de publication de Nouvelles Mutations, mais c'est également le secrétaire général du CNPA Bénin. Fortuné Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux amis téléspectateurs. Et ils vous répondent à leur façon. Merci pour la disponibilité. C'est vrai. Meeting tous azimuts au niveau des états-majors des partis politiques au Bénin. Le 28 avril, date officiellement annoncée pour les législatives, semble motiver une veillée d'âme généralisée, mais vite muée, dit-on, en mobilisation de masse. Quartier de ville, hameaux, tout est désormais occupé. Et chacun y va avec son adresse, quitte à pâter, dans un contexte où, en principe, rien ne signale qu'on y est déjà, en dehors des faits. Nathanaël Kitty, l'ambiance, dit-on, est des plus électriques et ressemble plutôt au politiquement correct. Dites, l'animation de la vie politique, telle elle s'observe aujourd'hui, interpelle-t-elle l'université? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion pour souhaiter les meilleurs vœux aux téléspectateurs pour l'année 2019. Ah oui, merci beaucoup. C'est la première fois que je viens ici au cours de cette année qui a commencé il y a 21 jours. 21 jours, oui. Voilà. Je pense que les partis politiques ont un rôle bien précis et déterminé. C'est l'animation de la vie politique et concourir à l'expression du suffrage. Classiquement, à l'université, on distingue les fonctions manifestes des fonctions latentes. Dans les fonctions manifestes que nous enseignons, il y a ces deux rôles-là, à savoir l'animation de la vie politique, la formation des militants, l'information des militants, et l'autre fonction qui est la fonction latente, c'est l'assistance. Mais il se fait que dans notre pays, le Bénin, on constate que cette fonction manifeste prend une importance capitale à la veille des élections. Ce qui amène les partis politiques à être plus actifs sur le terrain. Le code électoral n'a pas réussi à encadrer cette activité en distinguant la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. De telle manière que il y a une sorte de compromis des
différents animateurs de la vie politique béninoise pour se donner à cette activité qui, dans un certain nombre de mesures, viole ce code électoral. J'ai devant moi le code électoral. On va y revenir. Et on va y amplement. revenir tout à l'heure. Oui. Et vous allez constater que ce silence du code électoral prête flanc à ce que nous constatons sur le terrain aujourd'hui. Oui, Fortuné Sousa, le professionnel de médias, Fortuné Assoba, le professionnel de médias, suit aussi d'un œil particulièrement avisé ce qui se passe. C'est quoi le regard? Non, je pense que à voir ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance à dire que ce n'est pas nouveau. Seulement que, vous l'aviez dit tout à l'heure, seulement que aujourd'hui on constate une exagération dans la chose. Et le politiste l'a dit tout à l'heure, malheureusement, le code qui devait régler cette situation, depuis des années, on constate que on tourne autour du pot, on évite l'essentiel. Parce que cette situation que nous dénonçons ici aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Sous d'autres régimes, on en avait parlé, quand bien même sous ces régimes passés-là, cette activité n'était pas aussi intense. Parce qu'aujourd'hui, on constate une exagération. Ce que interdit les codes est de façon flagrante violé aujourd'hui. Vous l'aviez dit, on va entrer en profondeur tout à l'heure parce que j'ai été étonné, moi, de constater ou de voir à moins de 3 mois des élections qu'un député législateur aborde les couleurs de son parti en habit, alors que ceci est interdit par le code que lui-même a voté. Il y a un problème qui se pose. On se demande, mais nous sommes dans quel pays où celui qui fait la loi se donne ce vilain plaisir de la violer de cette manière. Donc, ce n'est pas un élément nouveau, seulement qu'il y a aujourd'hui une exagération qui laisse des gens. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que d'autres dispositions soient prises parce qu'à cette allure, on se demande où est-ce qu'on va. À cette allure, on se demande où est-ce qu'on va. Fortuné Assoba semble marteler qu'il n'y a pas de confusion possible. Tout se joue comme si on est en pleine campagne électorale. Oui, Nathalie Kitty, la boîte à Pandore, on peut dire, est ouverte pour parler de ces dispositions. Vous parliez de silence tacite observé. On peut y aller avant d'apprécier les dispositifs qui existent et qui ressembleraient pour certains à des tests violés. Oui, avant ça, il faut aussi attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur un élément qui favorise aussi ce à quoi nous assistons. C'est la réforme de la charte des partis politiques. C'est-à-dire que cette réforme permet aujourd'hui aux partis politiques de connaître de nouvelles dynamiques en leur sein. C'est la raison pour laquelle il y a eu des blocs qui ont été formés. C'est-à-dire que la plupart des partis politiques auxquels les Béninois sont habitués sont en voie de disparition. Et nous assistons alors à la naissance de nouveaux partis politiques. Donc ces nouveaux partis politiques qui sont nés avec de nouveaux attributs ne sont pas connus des Béninois. Donc les acteurs ou les dirigeants de ces nouveaux partis politiques, dans leur mission d'animation de la vie politique, alors essayent de profiter du silence de la loi. Et cette attitude
profite aussi bien aux partis qui soutiennent le chef de l'État que ceux qui sont dans l'opposition, mais avec une exagération de la part des partis qui se réclament de la mouvance. Mais cette exagération n'est pas une nouveauté. Elle a été toujours constatée dans notre pays, même avec les anciens présidents, comme Boni Yayi, Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo. Deux éléments majeurs à souligner dans l'intervention du politiste et sur lesquels d'ailleurs les acteurs politiques jouent le contexte, la nouvelle charte politique qui amène à une certaine refonte et la nécessité de faire connaître les nouvelles formations politiques aux populations, donc besoin d'aller en leur contact et les informer plus amplement. D'où une porte de sortie malheureuse ou heureuse selon qui l'on est. La seconde chose que l'université a relevé, que les acteurs politiques évoquent, c'est ce silence tacite. Complicité ou pas. Mais alors se posent deux questions de contexte. Oui, hier, ce sont des faits qu'on observe. Aujourd'hui, les mêmes faits se produisent. Mais alors, lorsqu'on décide, se demande l'observateur, de faire désormais les choses autrement, est-ce que ce qui se faisait hier, on doit pouvoir continuer à le faire? Nathanaël Ekiti. Justement, ça fait partie de ce que beaucoup de Béninois reprochent au chef de l'État, le président Patrice Talon. Parce qu'on se rappelle bien qu'il avait promis de faire les choses autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a choisi la rupture et le nouveau départ. Mais on constate malheureusement que dans ce domaine, il n'y a pas eu rupture et il n'y a pas eu nouveau départ. Et c'est vraiment malheureux. C'est malheureux d'autant plus que je me rappelle très bien que pendant les campagnes des législatives de 2015 et de l'élection présidentielle de 2016, ces mêmes pratiques avaient été dénoncées par ceux qui le soutiennent aujourd'hui, qui sont connus de tout le monde. Les images sont là et peuvent être consultées. Malheureusement, ceux-là, aujourd'hui, une fois parvenus au pouvoir, au lieu de rompre avec cette pratique qu'ils ont dénoncée pour venir au pouvoir, s'en donnent à cœur joie. Et c'est grave pour la démocratie et cela donne raison à Montesquieu, qui a dit que tout détenteur de pouvoir tend à en abuser. Et d'où la nécessité de mettre en place les institutions de contre-pouvoir qui doivent jouer convenablement leur rôle. Et alors, il se fait. Oui. Il se fait encore. Les institutions, où est-ce qu'elles sont? C'est bien la question. On y revient, mais avant, voilà. Fortune, sur la même question. Comment se fait-il que lorsque l'on a identifié d'avance certains mots qui ont des conséquences quand même préjudiciables, parce que lorsque ça commence comme ça, tout le monde y va et tout peut arriver. Et en cela, hier, on avait pris l'option, en étant candidat, de dire, quand on aura, avec l'onction de la population, le perchoir, on fera les choses autrement. Mais lorsqu'on se retrouve dans la réalité des faits, est-ce les contraintes du pouvoir qui font qu'on n'arrive pas à se départir de certains faits et gestes pourtant dénoncés hier? Non, merci. D'abord, je voudrais aller un peu au-delà de ce que le professeur a dit tout à l'heure, s'agissant du contexte de la réforme du système partisan qui oblige aujourd'hui les gens à aller expliquer, à aller au contact de la population. Oui, d'accord, ce contexte est là, mais la loi dit autre chose par rapport à ça. Le contexte, il faut jumeler les deux aujourd'hui pour ne pas dérailler. Et nos amis n'arrivent pas à jumeler la loi et le contexte. Parce que l'article 63 du Code électoral dit que les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de t-shirts, de stylos, et j'en passe,
doivent cesser 12 mois avant les élections. La liste est longue. 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 4 mois des élections. Et parce qu'on a fait la réforme du système partisan ou parce qu'on a créé un nouveau parti, on se permet de laguer dans la population ces genres d'articles pourtant interdits par la loi. Il y a que nous devons faire la promotion, nous devons faire connaître notre parti, mais il y a la loi qui dit aussi que à 12 mois des élections, tout ça là interdit. Imaginez, moi j'ai vu encore hier sur les écrans de télé des étrennes, des logos des partis politiques. Alors que ce sont ces logos-là qui vont servir dans quelques mois aux urnes. Il y a déjà une violation flagrante de la loi. Donc il faut que nos amis se disent qu'il y a la loi, que même ont voté. Ces réformes viennent de qui? Du chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui les soutiennent, le BMP, qui a voté cette loi-là, ce code électoral. Je me rappelle avoir participé à Zalaï aux travaux du code électoral. C'est bien vrai que ça fait des points qui vous ont rappelé. Au finish, on a constaté que ce n'est même pas ce pourquoi ils nous ont appelés. C'est pas ça qui est sorti au niveau de l'Assemblée nationale. Cela importe peu. Mais ils nous ont dit qu'ils veulent faire bien, ils veulent bien faire. Mais malheureusement, à l'arrivée, on constate que c'est le contraire. Et à votre question, j'ai comme impression que nos amis ne savaient pas ce qu'on appelle pouvoir. Excusez-moi, de peu, ils ne savaient pas ce qu'on appelle pouvoir, et pouvoir politique, surtout. Non mais... Parce qu'on ne peut pas être un président de la République et dire on n'est pas venu pour faire de la politique. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui, puisque le chef de l'État ne voulait pas faire de la politique, mais il a compris que la politique a commencé par s'inviter dans son marché. La conséquence, l'impératif, c'est ça. Alors, et le problème se pose-t-il en termes de surprise ou en termes de volonté supra à vouloir s'accorder et faire vivre les tests qu'on s'est prescrits, on rappelle, pour pouvoir mettre de l'ordre dans une maison qui semblerait ressembler beaucoup plus à un marché populaire où personne n'a droit de citer. Oui, je disais tout à l'heure que les institutions de contre-pouvoir doivent convenablement... On va revenir sur les institutions, vous permettez, mais sur le test. Il faut noter, oui. Il faut noter que nos lois, de manière générale, regorgent d'insuffisance. Pour plusieurs raisons, dont notamment le fait que ceux qui doivent être consultés avant la rédaction des avant-projets et des projets de loi ne le sont pas. Ce sont les spécialistes des questions dont il s'agit. Et dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut dire que c'est faute de consultation qu'on n'arrive pas à le respecter? Bien sûr, monsieur le journaliste. Ah bon? Je m'en vais vous dire que au niveau du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques, il y a eu un colloque qui a été organisé en 2017. Il y a eu plusieurs communications qui ont été présentées, qui ont abordé ces aspects. Mais ceux-là n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été associés à la modification du code électoral, de telle manière que si vous prenez le code électoral, les mêmes choses qui ont été dénoncées par des chercheurs sont revenus encore. Il y a de ces quoi voilà, que c'est vrai. Je donne un exemple. Oui. Prenez l'article 48. L'article 48 détermine la campagne électorale et définit bien la campagne électorale. À l'alinéa 2, vous avez ce qui suit. Avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques continuent
conformément à la Constitution et à la charte des partis politiques, d'animer la vie publique et d'assurer l'information des citoyens sur le pluralisme démocratique. Comment est-ce que les partis politiques vont animer la vie publique? Comment est-ce que les partis politiques vont assurer l'information des citoyens pendant cette période? Le code électoral est resté muet. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant, à ces meetings-là, en violation de l'article 63 de ce même code, vous voyez les effigies, vous voyez les fanions avec les attributs des partis politiques. Lorsque le chef de l'État et ceux qui le soutiennent, de manière aussi flagrante, se trouvent dans une position de cumul d'infractions. Cumul d'infractions. Cumul d'infractions. Spécifions-les. Plusieurs, prenez l'article 63. Si vous prenez l'article 63, c'est clair. Il a dit tout à l'heure. Et prenez l'article 64. Nous rappelons à nos téléspectateurs, parce que c'est l'objectif aussi de cette émission, permettre à ceux qui ne savent pas de savoir, à ceux qui ont oublié, ceux qui sont supposés savoir, de se rappeler, et pour que tout se fasse dans les règles de l'art, parce que c'est là la crainte de tous. Et donc, à raison, je relis très rapidement l'article 163 à tous nos téléspectateurs. Oui. Je lis ceci. Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de t-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symboles des partis, ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits 12 mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Élysée 64 bien aussi. Loin. L'article 64, je vous laisse pour d'autres voix. Oui. L'article 64, l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics, aux mêmes fins, est et reste interdit 1 an avant tout scrutin et jusqu'à son terme, notamment ceux des sociétés, offices, projets d'État, d'institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l'article 386, alinéa 1er du présent code. Vous voyez les DG qui sont sur le terrain. DG de la Loterie nationale était sur le terrain à Porto-Novo. Je l'ai lu dans la presse aujourd'hui. DG Sobé, ce qui se trouve à côté d'Antokwa là. Sogema, à Boycon. Je l'ai lu dans la presse. Ce matin, je ne l'invente pas, c'est dans la presse, c'est relayé par la presse. Ce sont des directeurs généraux de sociétés qui sont sur le terrain, en train d'appeler les citoyens à soutenir tel ou tel autre parti. Regardez ce qui se passe à l'ORTB aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Prenez l'article 66. Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d'État, radiodiffusion, télévision et presse écrite. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veille à l'accès équitable aux médias d'État de tout candidat et parti politique admis à prendre part aux élections. On a l'impression que la campagne électorale a commencé à l'ORTB il y a très longtemps. Si vous captez l'ORTB, 30 minutes de journal, c'est 30 minutes de progressistes, 30 minutes de républicains. Les autres, rien. C'est pas normal. Toutes les choses que ceux qui sont au pouvoir ont dénoncées en 2015 et en 2016. Nous sommes observateurs universitaires. Nous constatons, nous attirons l'attention de ceux qui sont au pouvoir sur ça. Les institutions de contre-pouvoir... J'y reviens, ne vous fâchez pas, mais là... Quand on prend un peu l'ossature, mais aussi la configuration, vous l'avez évoqué, je reviens vers vous, en entendant d'aller vers l'universitaire, on observe au premier rang ceux qui ont voté ces tests. Sur toute la ligne, on ne peut pas dire que c'est en méconnaissance, même si certains disent qu'on leur envoie les tests, qu'ils votent comme ça, mais sur ces points, on ne peut pas dire que c'est en méconnaissance. Comment cela peut-il s'expliquer? Vous qui, de par votre casquette aussi, êtes souvent proche d'eux, les écoutez souvent, et être parfois appelé à leur donner des conseils.
Oui, vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez dit, ils disent, on nous envoie les tests et on vote. Oui. C'est ce qu'on nous a demandé de faire et on le fait. Je ne vais pas leur donner le nom des députés Godio, mais ils veulent nous faire croire qu'ils sont des Godio. Mais là, leur responsabilité n'est-elle pas engagée? Mais leur responsabilité est engagée jusqu'à demain. Parce que vous êtes élus par le peuple. Et pour aller représenter le peuple. Et si on envoie des tests qui sont à l'antipode des aspirations du peuple, ils sont en mesure de dire attention. Maintenant, si on revient à ces codes, mais moi, je ne peux pas me l'expliquer que je vois aux premières lignes des députés, de surcroît des membres du bureau de l'Assemblée nationale, qui sont les premiers à être au contact des lois, qui se comportent de cette manière. Tout porte à croire, ou bien qu'aujourd'hui, la loi, c'est pour les autres. Oui, la loi, c'est pour les autres. C'est la lecture que vous en faites. Oui, sinon, si j'imagine que ce soit un parti de l'opposition qui confectionne cette issue, ces stylos et autres, il y aurait un procureur qui se serait déjà... La question de la responsabilité, oui, on y revient une fois encore, c'est la question de la responsabilité. Permettez, dans l'article 386, oui, c'est clair, la punition est là. Et là, on y revient, la question de responsabilité, on met ça en dernière position. Oui, mais les profils des personnalités qu'on voit, je commence par les élus du peuple, puisque ce sont eux qui ont décidé de ces tests. Comment cela peut-il s'expliquer? C'est toujours le jeu politique qui l'impose compte tenu des bords, ou c'est toujours l'insuffisance au niveau des tests? Non, les acteurs, député, votre vis-à-vis a dit qu'il y en a encore des membres du bureau qui font campagne dans cette posture-là. Sont malins. Les acteurs politiques sont malins. C'est à dessein que ces insuffisances se retrouvent dans la loi. Parce que cela les arrange. C'est à dessein qu'ils le font. Mais pour ces tests-là, est-ce qu'on peut parler d'insuffisance? Deuxièmement, vous avez la complicité coupable du gouvernement. Parce que ceux qui aujourd'hui violent le code électoral sont connus. Ce sont notamment ceux qui soutiennent le chef de l'État. Au meeting de l'opposition, on ne voit pas les logos. On ne voit pas les logos. Je n'en ai pas vu. Il paraît que ça a commencé. En tout cas, moi, je n'en ai pas encore vu. Je suis bien la presse. Je suis les informations très bien. Mais je n'en ai pas vu. Vous n'en avez pas encore vu. Je n'en ai pas encore vu. Il paraît que ça a commencé. Mais est-ce qu'il ne risque pas l'effet de contagion? Il peut avoir... Non, l'effet de... C'est pourquoi je disais de concordance. Il y a une concordance au niveau de la classe politique pour pouvoir profiter de cette insuffisance de la loi. Mais ceux qui en abusent notamment, depuis, je vous ai dit au début, c'est depuis 90, ceux qui en abusent notamment, ce sont ceux qui soutiennent le chef de l'État. Pendant la présidence du président Soglo, c'était la même chose. Kérékou, pareil. Boni Yahi de même. Parce que c'est d'abord le gouvernement qui doit rappeler à l'ordre à travers le ministre de l'Intérieur. À travers le ministre de l'Intérieur. Et c'est aussi le procureur qui doit rappeler à l'ordre. À ce niveau, vous dites quelque chose d'intéressant, mais dans le cas d'espèce, on a vu ministre de l'Intérieur dont vous parlez, on l'a vu déjà en meeting à la télé. On a vu le président du COSLEPI aussi parler de sa formation politique. On a vu, vous l'avez déjà évoqué, des directeurs de société. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entend, on oublie? Non, ce n'est pas qu'on s'entend et on oublie. Il reste la société civile qui doit rester active et vigilante. C'est la société civile aujourd'hui qui doit rapidement rappeler aux gouvernants leurs obligations. Parce que ces gouvernants se trouvent aujourd'hui dans une position inconfortable. Une position inconfortable qui les arrange.
Les élections sont prévues pour le 28 avril. La campagne électorale dure 15 jours. C'est-à-dire, elle doit s'ouvrir le 12 ou bien le 11. Entre le 11 et le 12. Oui. Voilà. Mais nous sommes en janvier. Et déjà, la campagne a commencé en janvier. Et le journaliste vient de le dire tout à l'heure. Le procureur de la République a la possibilité de s'auto-saisir de ces questions-là et de surveiller. On l'a vu ici, non? Prendre des décisions pour poursuivre ceux qui violent la loi. On l'a vu ici faire ça. Pourquoi? Pour la violation du code électoral, là, il ne voit plus. Maintenant, en dehors du procureur de la République, vous avez d'autres institutions. Oui. Vous avez l'Assemblée nationale qui vote la loi. C'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. À l'Assemblée nationale, vous avez les députés. C'est une institution de contre-pouvoir qui peut interpeller le gouvernement sur son silence en ce qui concerne la violation du code électoral. Parce que celui qui exécute la loi, c'est le gouvernement. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui exécute la loi. Mais l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Lorsque vous avez un mariage incestueux entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, qui va contrôler alors qui dans ce cas-là? Alors, Fortuné, la question se pose. Le procureur de la République peut faire une action, avez-vous dit, votre vis-à-vis, allonge la liste. En dehors du procureur, il se trouve que les députés ont un grand rôle à jouer. Eux qui déjà se plaisent à aller déjà en campagne prématurément, ce sont eux qui prennent le devant. On se retourne finalement vers qui? Est-ce qu'il y a lieu d'espérer quelque chose ou demander simplement aux populations d'être sages et de suivre le mouvement? Ça ne fera pas plus simple? Non, ça ne fera pas plus simple. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Si on s'est donné le temps de réfléchir, de doter le pays des tests de loi, je pense qu'il est de notoriété qu'on respecte ces lois. Parce que il ne faut pas que nos amis oublient que la roue tourne. La roue tourne. Les images restent. Tout à l'heure, le professeur a parlé des images qui sont restées à l'ORTB. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui dénonçait hier, et on voit aujourd'hui dans quel état l'ORTB est. L'ORTB est dans quel état? Cher ami, vous êtes journaliste, le professeur l'a dit. La maison les confrères vont au service, comme cela doit. La chaîne travaille en permanence. Suivez-moi, le professeur l'a dit. 30 minutes de journal, 30 minutes de républicain, 30 minutes de progressiste. Non, mais vous n'allez pas le répéter, ça c'est le professeur qui a parlé. C'est ce que vous observez? Mais tout à fait normal. Ça, c'est une observation. Ce n'est pas, ça n'a rien de professionnel. Je m'assois, je constate comme tout Béninois, ou comme tout téléspectateur, on n'a même pas besoin d'être béninois avant de constater que le pays, c'est comme ça fonctionne. Je voulais lui poser la question, mais puisque vous le répétez, j'ai envie de m'assurer que vous dites la même chose, vous suivez la même chose. Il a parlé, c'est vrai, de républicains, de progressistes. Il ne faisait pas un lapsus en comparant ce qu'il voit maintenant à ce qu'il avait vu hier. Ce n'est pas une confusion par rapport à ce qu'il a vu sous d'autres régimes? Moi, je pense que ce n'est pas une confusion. Ce que nous avions dénoncé hier, c'est le pire qu'on voit aujourd'hui. Non, le pire. Je dis bien le pire. Mon cher collègue avait parlé de la libération de l'ORTB. Oui. Il y a 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, j'ai eu le devoir de mémoire de demander on en est où aujourd'hui par rapport à l'ORTB dont on a demandé la libération en 2015. Elle est plus que jamais enchaînée. Parce que moi, je dis elle est plus que jamais enchaînée. Je vous donne un petit exemple. Nous sommes au Bénin. Un ministre du gouvernement démissionne. Un ministre. Ministre, on a dit, hein, ce n'est pas un chef quartier. Même si lui, il était élu. On fait blackout, on n'en parle pas. C'est une information. La chaîne nationale ne peut pas informer le Béninois lambda de la situation de son pays. On choisit ce que le Béninois doit suivre.
Non, mais vous n'étiez pas là pour dire qu'on a choisi. Vous ne savez pas si sur l'élément, il y a eu des problèmes. Quel genre de problème, s'il vous plaît? L'image pendant qui aurait 2, bugué 3, 4, 5 jours, une semaine. Je vous avais suivi dans la durée. Vous m'aviez appelé professionnel des médias. Tout à fait. Donc, et secrétaire général du CMP. Voilà, ça veut dire que nous suivons les médias. Nous suivons les médias. Comparer ce qui se passe ailleurs à ce qui se passe chez nous. Et vous-même, vous savez, d'ailleurs, ce que vous faites là, bon, c'est parce que vous êtes dans votre rôle de me poser des questions. Sinon, si je devais vous poser des questions, je parie que vous serez plus amer que nous autres qui sommes devant vous. Vous n'avez pas parlé en mon nom. Monsieur, vous évoquez un sujet là. Mais si l'ORTB est dans cet état, parce qu'il a aggravé les mots quand je le suivais tout à l'heure, c'est à croire qu'en termes de responsabilité, qu'il n'y a pas que la Cour, pas que l'Assemblée, qu'il faut peut-être aller taper à la haute autorité de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'article 66 est clair. Oui. L'alinéa 2 est clair. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veille à l'accès équitable. Mais le problème qui se pose, c'est que dans le code, il n'y a pas une distinction entre la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale, de telle manière que l'activité de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est réduite à la campagne électorale. Or, ce qui se passe aujourd'hui l'interpelle à plus d'un titre. Elle doit rappeler l'ORTB à l'ordre, rappeler les autres médias aussi à l'ordre pour dire la campagne n'a pas encore commencé. Si vous devez relayer, voici ce que vous devez relayer, voici ce que vous ne devez pas relayer. Mais malheureusement, l'ORTB est devenu la chaîne des républicains et des progressistes. Même en dehors. En université, n'exagère pas sur les mots. Mais non, je n'exagère pas, je regarde. Vous aussi ce soir, captez à 20h. Suivez le journal de 20h, vous allez voir. Tout ce qui s'est passé samedi et dimanche, ça va passer sur le RTB. 30 minutes de journal, 30 minutes républicains, 30 minutes progressistes. On ne vous dit rien des autres. Qu'est-ce que l'opposition a fait? Rien. Mais c'est grave, c'est suffisamment grave. La même chose a été dénoncée sous le président Boni Yahi. Et ceux qui l'ont dénoncé se trouvent parmi les républicains et les progressistes. Ils sont les champions aujourd'hui. Ceux qui l'avaient dénoncé sont aux plus hautes fonctions aujourd'hui. Je me rappelle, si vous prenez la Cour constitutionnelle, son président avait dénoncé tout le temps ce qui se passe à l'ORTB au moment où il était dans l'opposition. Mais il est au Bénin, non? Il suit l'actualité, non? Vous pensez que dans son fauteuil, là, il peut jouer un rôle? En matière électorale, en ce qui concerne les infractions, la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir. En matière électorale, la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir lorsqu'elle a connaissance de la violation du code électoral. Elle peut s'auto-saisir pour sanctionner cette violation-là. Mais il est au Bénin. Il suit l'actualité. Même s'il refuse de le faire, il peut quand même rappeler ses amis à l'ordre. Les appeler pour leur dire, mais écoutez, ce que vous faites là, nous l'avions dénoncé au moment où nous étions dans l'opposition. Malheureusement, vous le faites aujourd'hui. Mais cela ne surprend pas. Cela ne nous surprend pas. Cela ne nous surprend pas parce qu'on l'a déjà vu, ministre de la Justice, faire le contraire de tout ce qu'il avait dit quand il était dans l'opposition. On l'a vu devenir président de la Cour constitutionnelle, opérer des revirements jurisprudentiels en ce qui concerne tout ce que lui-même avait dénoncé quand il était dans l'opposition. Fontenay Sogba, décidément, donc cela ne surprend pas. Qui pour arrêter la CENI? Non, vous venez de constater avec l'universitaire, un chercheur qui parle, je pense que nous sommes dans l'impasse. Déjà? Oui, il faut reconnaître que nous sommes dans l'impasse. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, vous n'avez pas semblé comprendre. La loi, c'est pour les autres, selon nos amis en face. La loi, c'est pour les autres. Moi, je comprends mal qu'on prenne
le citoyen qui a versé d'ordures au bord de la voie et qu'on le prive de sa liberté parce que la loi aurait dit de ne pas le faire, et qu'on laisse un homme politique qui vote la loi, et qui se permet de violer cette loi. C'est vrai que l'image est faute de votre choix. Donc non, on ne comprend, ça ne se comprend pas. En ce temps, moi je dis, nous sommes dans l'impasse. Et qu'aujourd'hui, vers qui on va tourner, c'est vers vous et moi, c'est vers le professeur, vers les citoyens, vers les Béninois eux-mêmes. Vous l'aviez dit tout à l'heure vous-même, que est-ce qu'on ne va pas prendre notre destin en main? Je pense que, et c'est ça que nous sommes en train de faire, nous, on va les dénoncer jusqu'à la limite de nos possibilités. En tout cas, sur le fait, la conférence épiscopale, mesdames, messieurs, a fait sa sortie autant de sujets abordés, donc les données politiques, mais socio-économiques également. Et sur la question qui nous réunit ce jour-ci, j'imagine, vous les avez suivis, chers invités. Les invités, eux, expriment plutôt leur crainte et appellent au respect des tests. Quelle chance pour une écoute heureuse à cet appel. Il y a beaucoup de chance, parce qu'au sein de l'Église, vous avez des cadres intellectuels à divers niveaux de responsabilité. Surtout ceux qui sont là aujourd'hui, nombreux parmi eux sont des catholiques. Donc ils vont à l'Église, ils travaillent avec les prêtres, ils travaillent avec l'épiscopat. Donc, quand l'épiscopat fait une pareille déclaration, ils sont doublement interpellés. Et malheureusement, l'Église n'a pas eu un moyen de contrainte. Donc, c'est une responsabilité morale qui relève de son domaine. Et elle joue bien son rôle. Elle joue bien son rôle. Il revient aussi aux autres communautés religieuses de saisir la balle au bon et d'interpeller aussi les différents cadres et personnalités politiques qui sont au gouvernement, qui soutiennent le gouvernement et qui aujourd'hui, de manière flagrante, violent la loi électorale. Donc il faut une communauté d'action, une conjonction d'action pour pouvoir faire pression sur les hommes politiques afin qu'ils puissent respecter la loi électorale. En définitive, c'est toute la République qui a interpellé. Oui, votre réaction par rapport à cet appel du clergé et suivra en même temps votre mot de la fin. On y est déjà. Et avant que je me retourne vers l'universitaire. Oui, le professeur l'a dit si bien. Je pense que le clergé est dans son rôle. Et si je me rappelle encore la phrase de Monseigneur Gaillet qui dit « Nous avons toujours été consultés, parce que nous sommes dans la population. » Les craintes de la conférence épiscopale sont celles de la population, parce qu'ils sont ancrés dans la population. Le clergé est dans la population. Et le professeur a bien fait de le dire. Il va falloir que les autres confessions religieuses se réveillent également. Et ils sont là, mais ils ne donnent pas de la voix. Parce que en cadre restreint, ils s'expriment. Mais il va falloir qu'ils prennent leur courage à deux mains, ou bien qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils appellent au respect des tests de la République. Votre mot de la fin. Juste merci à vous. Merci également à vous, Nathanaël Kitty. Je vous remercie et j'espère qu'ils nous ont écoutés et qu'ils sont interpellés et qu'à partir du week-end prochain, il y aura un changement de leur part. En tout cas, on l'espère. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, pour l'instant du jour, nous on s'en arrête là. De notre côté, il n'y aura pas de changement, autre mesure que d'engagement à vous servir la vraie et bonne information. Merci une fois encore pour tous ceux-là qui arrivent en dépit de leurs engagements
et contraintes qu'on ne saurait exposer sur ce plateau arrivent à se rendre disponibles pour nous accompagner. Nathanaël Kiti, merci pour le rendez-vous honoré. Merci également à vous, Fortuné Sousa, pour le rendez-vous honoré. Fortuné Assoba, et c'est pas pourquoi on pense tellement à notre confrère de l'autre côté touristique. Merci au grand réalisateur qui a toujours été là aussi pour nous. Il a non juste dont ils sont. Mesdames, Messieurs, pour l'émission du jour, tout est bien qui finit bien, et je vous fais compagnie sur cette citation du 44e président des États-Unis, Barack Obama, qui en son temps a fait le tout, a interpellé toutes les consciences, je veux dire, et les républicains pour la cause commune. L'Afrique, disait-il, n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Une fois encore, on y est. Bonne suite de méditation à tous ceux-là qui aspirent au bien commun, surtout à l'émancipation de cette Afrique qui en a tant besoin. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.